Bonjour à vous, Jean-François Sénéchal, votre prof d'éthique. Je serai votre prof d'éthique. Tiens, jusqu'à la fin de la session. Comment allez-vous cette semaine? Bienvenue, en fait, re-bienvenue à votre podcast d'accompagnement du cours Éthique et professionnalisme, FI 3900. Ça fait longtemps que je dis ça. Pour vous, c'est nouveau, pas pour moi. Je présumerais que vous avez écouté le dernier épisode, en fait le premier épisode plutôt que j'ai publié cette session. Sinon, ben faites-le. Vous allez voir que dans l'épisode d'intro, ben je me suis présenté. Maintenant, là, on se connaît bien. Sinon, ben vous écouterez l'enregistrement de cours, peut-être, tiens, du module 1. Vous allez apprendre toutes sortes de choses sur moi, que je suis une tête de sciences, j'ai fait un bac maîtrise en sciences, j'ai fait du génie génétique, du clonage, quoi d'autre? Ben, que je me passionne pour les sciences, peut-être, mais depuis mon doc, j'ai versé dans la philosophie des sciences, l'éthique des sciences, la sociologie des sciences, l'anthropologie des sciences. Vous le voyez, là, j'aime ça faire un petit pas de recul pour observer, oui, la science, mais pour observer aussi les actrices, les acteurs qui exercent la profession, c'est un terme important dans ce cours, la profession en sciences et génie. Vous allez apprendre aussi, si vous écoutez l'enregistrement de cours, notamment pourquoi la vidéo intitulée Jean-François Sénéchal pète les plombs est si populaire sur YouTube. Allez écouter ça. Puis ça, si ça vous donne pas le goût d'aller écouter l'enregistrement de cours, là, je sais pas ce que ça vous prend pour vous donner le goût, là. Voilà. OK, c'est fait. Le module 1, il est ouvert à partir de... En fait, j'enregistre le lundi, donc ça devrait être ouvert là, d'ici demain, mardi. Je vous l'ai dit, ce podcast, je vais toujours le publier un peu avant l'ouverture du module. Le but, c'est de vous mettre la table, vous donner un petit peu là, une liste de tâches que vous avez à faire. En fait, résumer pour vous là, les tâches que vous avez à faire pour, pour atteindre les objectifs de chaque module. Hein. C'est simple, mon cours, là, je donne des objectifs, puis à la fin de mon cours, je prends les objectifs, puis je vérifie dans un examen si vous avez atteint les objectifs. Hein, ça me semble honnête. Donc, cette semaine, la marche à suivre, c'est comme ça que je l'ai intitulé, mais pour vous, là, c'est la liste de tâches que vous devez faire cette semaine. Puis si vous cherchez là, où elle est, la marche à suivre, là, c'est sûr qu'il y en a qui connaissent un peu moins l'ENA, là. Mais dans le site de cours, vous allez voir que à chaque module, il y a un onglet. En fait, il y a un onglet Introduction, puis un onglet aussi Contenu du module, tout en haut, là. Puis c'est dans la section Contenu du module. Hein. Dans le premier onglet, vous allez avoir un descriptif avec les objectifs. C'est important, à la fin du cours, ces objectifs. Mais pour vous, cette semaine, c'est dans la section Contenu. Hein, tout le contenu est là. C'est ce que vous devez faire, c'est dont vous avez besoin là, pour étudier ce module. La marche à suivre, c'est je le disais, c'est votre liste de choses à faire pour la semaine. Cette semaine, hein, je ne le ferai pas peut-être à tous les modules aussi précisément, là, mais au moins pour le module 1, on va le faire ensemble. Donc pour vous, cette semaine, il y a 10 tâches à faire. Ça ne veut pas dire qu'elles sont tous de la même longueur, mais il y a quand même 10 tâches que j'ai prévues pour vous. La première tâche, c'est d'écouter le podcast du cours, l'épisode 177. Et l'épisode 177, c'est lequel? C'est celui que vous êtes en train d'écouter en ce moment. Hein? C'est facile, hein, ce cours-là? Vous avez réussi déjà cette première tâche. En fait, il faut se rendre jusqu'à l'autre bout du podcast, là. Mais ça devrait éventuellement bien se faire pour vous. En tout cas, vous êtes bien parti. Puis, j'ai mentionné aussi dans la première tâche d'écouter l'épisode 176, donc c'est l'épisode précédent. J'imagine que vous l'avez fait aussi là, si vous êtes en train d'écouter ce nouvel épisode. Mais sinon, il y a aussi quelques notions importantes là, dans 176, donc l'épisode précédent. Voilà. Deuxième tâche. Qu'est-ce que vous avez à faire cette semaine? Vous devez visionner l'enregistrement de cours.
Donc, c'est le module 1, mais vous le savez, le cours de demain, mardi 3 septembre, je l'ai annulé en classe, c'est-à-dire que j'ai juste ouvert le module 1 et le module 1 va se donner uniquement à distance et en mode asynchrone. J'ai expliqué un peu les raisons pourquoi j'ai pas eu mon local cette semaine. Puis, donc, notre premier vrai rendez-vous en classe, là, je le rappelle, ce sera le 10 septembre. Et malheureusement pour vous, ben, c'est pas congé cette semaine, là. Il y a un module 1 qui est à faire. Puis la deuxième tâche, je vous le disais, c'est de visionner l'enregistrement de cours. Puis l'enregistrement de cours que j'ai prévu pour vous, hein, c'est un enregistrement de cours que j'ai donné et que j'ai diffusé l'hiver dernier. Donc, ça vous donnera une idée un peu de l'ambiance de classe. Euh, Puis pour vous, ben, ça sera une occasion de tester si vous avez accès au contenu Zoom. Parce qu'en cours de route, là, je sais qu'il y en a plusieurs qui veulent être en classe, là, mais ça se peut que vous manquiez un cours, ça se peut que, je sais pas, il y a du trafic sur Henri IV, puis vous vous dites, ben, non, c'est pas vrai, là, je reste à la maison. Donc, testez là, tout de suite vos outils Zoom. Puis une bonne façon, c'est d'aller écouter l'enregistrement Zoom qui est là. Toutes les instructions sont là. Cliquez là-dessus, puis assurez-vous là, que vous ayez accès à ce contenu-là. Vous allez voir, l'enregistrement de cours, ben, le contenu, c'est un contenu de premier cours, là. C'est assez léger. Je vous explique là aussi le fonctionnement du cours. Là aussi, je parle de moi un peu, comme je l'ai fait dans le podcast. Mais on va faire aussi une étude de cas en classe dans l'enregistrement de cours. Puis, c'est cette étude de cas-là là, que j'aimerais que vous voyez. Troisième tâche cette semaine, et il y a un lien avec cette étude de cas, c'est-à-dire que si vous ne visionnez pas le cours dans son entièreté, je le sais, il y en a qui vont regarder l'enregistrement et qui vont se dire c'est trop long, je passe ce bout-là, je passe ce bout-là. Peut-être, ça se peut. Surtout qu'il y a certaines interventions des étudiants là, qui sont pas optimales. Là, on n'entend pas toujours les questions des étudiants. Je essaie de les répéter, là, mais c'est pas toujours optimal. Ce que je vous propose, c'est que si vous passez pas à travers tout l'enregistrement, je vous suggère, en fait, je vous impose, je vous implore de visionner le témoignage de Madame Karen Duhamel. C'est une vidéo, vous allez voir dans le contenu de cours, là, c'est une vidéo que j'ai déposée sur YouTube, là, donc ce sera facile à visionner. C'est un témoignage de Karen Duhamel devant la commission Charbonneau. Donc, ça vous permettra un peu de connaître à quoi ça ressemble, la commission Charbonneau. C'est une commission d'enquête qui a lieu déjà il y a plusieurs années, là, mais on a enquêté sur des problèmes de collusion, de corruption dans l'industrie de la construction. Puis vous allez voir le témoignage de Karen Duhamel. Karen Duhamel, c'est le fun parce qu'elle vous ressemble. Hein. C'est une jeune, elle est tout juste sortie du baccalauréat là, en génie, puis elle est idéaliste, puis elle va tomber de haut. Et vous allez sûrement tomber en votre chaise là, quand vous allez écouter tout ça, là, parce que l'histoire qu'elle va vous raconter, c'est bouleversant. C'est une vidéo qui est bouleversante plutôt. Euh, c'est peut-être ce que vous allez voir de plus important dans ce cours. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je vous implore d'aller le voir, là, parce que pour moi, c'est essentiel que vous sachiez à quoi ça peut ressembler un vrai problème éthique sur le terrain, avec des vraies difficultés concrètes pour résoudre un problème. Évidemment, là, c'est un cas assez rare et unique, là. Je vous souhaite pas, puis ça arrive pas si souvent que ça, ce genre de situation-là, là, mais vous allez voir que c'est possible, puis il faut se préparer à tout. Idéalement, toutes sortes de problèmes plus simples, mais aussi ce genre de problèmes. Quatrième tâche cette semaine, je vous demande d'aller participer au forum de discussion. Là, je dis forum, puis tout le monde fait oh. Des forums. Je sais, en plus, l'outil, vous allez voir, il n'est pas très... Si vous l'avez déjà utilisé, là, vous savez que l'outil n'est pas très bien conçu, là. Mais en tout cas, ça vous donne moi, ce que je pose sur mes forums, je pose des questions qui ressemblent à des questions
d'examen. Vous le savez, dans les examens, je vais poser toutes sortes de questions, y compris des questions à développement moyen. Puis les questions que je pose dans les forums, ça ressemble à ça aussi. Donc pour vous, c'est une façon de vous exercer peut-être à répondre à des questions qui ressemblent à des questions d'examen, puis aussi à regarder les réponses. Là, vous avez le droit de regarder de côté, au-dessus, de giraffer, comme on dit, puis de regarder les réponses de vos collègues, justement pour voir, je sais pas, le prof a posé une question, c'est quoi, comment on y répond, puis donc on lit les réponses des autres, on essaie de synthétiser, on cite les autres peut-être. Donc à chaque module, il y aura un forum d'ouvert, puis je vous invite à aller vous pratiquer. Hein, si vous maîtrisez mal le français, c'est pas grave. Je corrige pas les fautes. L'important, là, c'est que vous pratiquiez parce que dans l'examen, vous n'aurez pas ChatGPT à côté, vous n'aurez pas de dictionnaire non plus. Donc, pratiquez-vous. Cinquième étape, cinquième tâche plutôt cette semaine, je vous propose de terminer l'étude de ce premier module en faisant le questionnaire du module 1. Là aussi, à chaque module, il va y avoir un questionnaire. C'est un questionnaire qui est autocorrectif, là. Donc ça vous permettra de le faire rapidement. Vous avez souvent 2 tentatives pour répondre aux questions. Le but, c'est j'ai passé à travers la matière, je me teste, j'ai une rétroaction, j'apprends, puis après ça, je me reteste pour être sûr d'aller chercher mon petit point parce que c'est 1 point par questionnaire. C'est pas beaucoup de points, puis c'est pas grave, c'est formatif. Le but, c'est que vous le fassiez puis que vous appreniez à travers ce genre d'exercice formatif. 6e tâche cette semaine, dans ce premier module, je vous invite à vous familiariser avec l'ouvrage, le principal ouvrage de ce cours. C'est l'ouvrage de Georges A. Legault, ça s'appelle Professionnalisme et délibération éthique. Vous allez voir, là, il y a une belle version électronique gratuite. Donc, allez-y, là, testez ça aussi. C'est l'ouvrage principal, ce serait important que vous fassiez au moins ce premier test. Allez faire ça, cliquez sur la copie électronique, assurez-vous d'y avoir accès. Survolez, c'est pas une lecture, je veux pas que vous lisiez tout le livre, là. Une lecture sommaire, vous passez à travers. Regardez un petit peu la grille. Il y a une grille en annexe. Là, on va utiliser la grille pendant le cours. Donc, regardez à quoi ça ressemble. Regardez les titres des chapitres. Puis, passez à travers là, en diagonale. Juste pour être sûr que vous ayez accès à tout le contenu. Puis que vous voyez un petit peu c'est quoi le contenu de cet ouvrage-là. Rien de plus que je vous demande cette semaine. Puis, éventuellement, bon, on vous en fera lire de meilleurs bouts et plus attentivement et plus intensément certains chapitres. 7e tâche cette semaine, cette semaine, je vous demande de commencer à constituer déjà vos équipes pour les travaux pratiques. Ça viendra vite. Vous allez votre premier TP, là, ça va prendre, vous allez avoir des échéanciers d'à peu près 3-4 semaines, là. C'est important que vous fassiez tout de suite votre équipe. Puis, si vous n'avez pas d'équipe dans quelques jours, là, en fait, dans 2 semaines, je vais vous joindre à des équipes déjà constituées qui ne sont pas 6 ou je vais vous créer une nouvelle équipe, là. Le but, c'est que dans 2 semaines, tout le monde ait son équipe. Puis après ça, qu'on puisse commencer à sauter rapidement dans le TP1. Je le disais, là, le TP1, ça va venir vite. Il est à remettre dans à peu près 3 semaines. Donc, pas de temps à perdre. Faites vos équipes. Puis, mettez-vous idéalement au travail le plus rapidement possible. Sinon, voilà. Hein, j'ai dit 7 tâches, là, mais vous allez voir, les tâches, je vous les ai décrites comme ça, là, mais elles sont réparties différemment dans le contenu de cours. Allez voir tout ça. Allez le voir aussi à l'écrit. Je le sais, c'est beaucoup de travail que je vous demande. C'est pas un cours qui est difficile, mais c'est un cours où il y a quand même beaucoup de contenu. Il est structuré, mais je vous demande aussi d'être structuré. Pour ça, suivez ces quelques conseils. Si vous faites systématiquement la liste des tâches là, qui vous est demandée, vous n'aurez pas de problème dans ce cours, c'est certain. Sinon, avant de vous lancer dans le contenu de cours, je propose de faire un petit peu de contenu théorique
J'espère que vous allez me pardonner, là. Je sais que c'est tôt dans la session, mais ça me semble nécessaire de le faire, c'est-à-dire qu'on va faire de la philo-morale dans ce cours. Donc, philosophie morale. Déjà, le mot morale, ça peut faire peur à plusieurs. On va faire de l'éthique. Toutes sortes de façons d'enseigner l'éthique, là, je le vois autour de moi, là. Puis ça me semble nécessaire au moins que je vous explique où je loge en matière de philosophie morale, en matière d'éthique, parce qu'en philo, hein, vous avez sûrement eu des cours de philo là, au cégep ou dans vos cours de lycée. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve souvent que les profs manquent un peu de distance critique par rapport à leur propre posture philosophique. C'est-à-dire on nous enseigne l'éthique et la philo comme si c'était un champ du savoir qui serait homogène et consensuel. C'est pas le cas. J'ai vu des profs hyper religieux qui m'enseignaient la philo. Écoutez, j'en nommerai pas là, mais qui m'enseignaient la philo un peu comme si c'était une sorte de religion là. Puis des profs qui souvent ignorent leurs propres préjugés, leurs propres préconceptions, leurs propres biais. Puis qui ils savent pas, là, mais ils nous enseignent aussi leurs propres préjugés, leurs préconceptions, leurs biais, comme si c'était des vérités. Donc, je ne veux pas embarquer là-dedans. Je veux vous dire un petit peu où je loge, comme ça vous permettra de savoir. Hein, c'est quoi mes préjugés, mes préconceptions, mes biais. J'essaie de m'en distancier, mais on peut jamais le faire parfaitement. Donc, dans ce cours, hein, c'est une université, c'est le haut lieu de la raison et du regard critique. Puis, moi aussi, hein, j'espère, je pense qu'on doit tout un chacun avoir un regard critique et analytique, y compris sur notre propre champ d'enseignement. Puis c'est ce que j'aimerais faire avec vous. Donc là, je me suis décrit assez en surface dans le premier cours. Bon, il aime ça, il aime même sur le forum de discussion, il aime les jeux vidéo. C'est drôle, mais en même temps, je vous enseigne l'éthique, puis je suis un prof d'éthique, je suis un prof de philo. C'est important de vous savoir, pour vous, de savoir où je loge dans ce grand champ-là qu'est la philosophie. Vous allez voir, j'en parle un peu dans l'enregistrement de cours. Je parle de mon approche de l'éthique. Mais je voulais aussi vous la répéter ici. C'est une approche c'est une approche libérale, là, c'est-à-dire évidemment que c'est assez moderne comme approche, mais pour moi, c'est une approche. Bon, il y a 3 mots que j'aimerais qui décrivent bien, je les mentionne dans l'enregistrement de cours, mais 3 mots qui décrivent bien mon approche. C'est une approche qui est anti-fondationnaliste, une approche anti-dualiste et une approche anti-scepticiste. Évidemment, je vais vous décrire tout ça, là, mais ce sont des grands mots, là, mais finalement, vous allez voir que le sens, il est très proche de ce que vous pouvez aisément comprendre là, si on commence par anti-fondationnaliste. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que dans ce cours, vous allez le voir, là, jamais la morale ne sera considérée comme étant une espèce de grand socle immuable, certain. Je le sais que les discours avec des certitudes puis des grandes vérités, là, c'est toujours rassurant. Mais moi, je préfère que la philosophie reste un champ disciplinaire où, bon, la vérité existe, mais elle est provisoire. Donc, ne vous surprenez pas si, dans ce cours, je questionne tout, y compris les fondements et certains principes qui vous sont chers. Je pense que l'université doit rester un lieu où on peut tout questionner, tout re-questionner, hein. C'est un lieu de liberté, c'est un lieu où la morale, où le bien, le juste, ce ne sont pas des réponses stables et définitives, mais ce sont des questions. Évidemment, là, ça ne veut pas dire que tout peut se faire et tout peut se dire dans cette classe, là. Moi, j'ai moi aussi mes propres sensibilités, puis je suis sensible aux vôtres. Mais je pense qu'on doit utiliser ce genre de lieu
comme une classe universitaire en philosophie surtout, pour poser des questions difficiles, pour douter, pour critiquer, y compris critiquer certaines de nos certitudes. Puis c'est important pour vous de savoir ça. Si je pose des questions délicates en classe, c'est parce que vous devez savoir que je tolérerai aussi dans ce cours que des questions ou des réflexions délicates soient formulées. Évidemment, il faut que ça reste dans le respect, c'est important, mais c'est ce que ça veut dire. Anti-fondationnaliste, c'est ce que ça veut dire. C'est mon premier point, il m'en reste 2. Je parlais d'antiscepticiste. Ce que ça veut dire, c'est que mon approche de l'éthique, pour moi, c'est une approche qui est fondée aussi sur une sorte de réponse à la première que je viens de vous faire, là, c'est-à-dire que je doute de tout, mais je refuse de me satisfaire du doute. Pour moi, le doute, c'est pas la fin de tout, là, c'est le début. Vous avez sûrement autour de vous là, des apprentis philosophes qui doutent de tout et puis qui doutent même de la réalité des choses, qui doutent que notre réalité même, ça ressemble à un jeu vidéo, puis que qui sait si on n'est pas déjà dans un jeu vidéo. Vous avez entendu parler de ce genre de réflexion-là. Là, ça va, mais en même temps, il faut accepter la réalité. On peut douter de tout. Mais en même temps, le doute, c'est le point de départ, puis à la fin, il faut faire avancer la réflexion. On ne peut pas juste finir avec « moi, je doute de tout ». Là aussi, vous avez toutes sortes de philosophes autour de vous, là, mais moi, ce que je persiste à croire, c'est on part du doute, mais on ne peut pas s'arrêter là, on doit chercher à faire du sens, à retrouver des assises assez fermes pour faire un autre pas. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai des doutes sur ce qu'est la justice avec un grand J ou le bien ou la vérité. Même si j'ai des doutes, ça ne veut pas dire que pour moi, la justice, le bien, la vérité, ça n'existe pas. Ce que ça veut dire, c'est que ça existe sous une certaine forme. Ce sont des idéaux. Puis ça donne sens à nos questions. Ça donne sens à nos doutes. On doute de ce qu'est la vérité, mais on la cherche, puis on tente d'avancer vers la vérité. On ne se contente pas en disant la vérité, il n'y en a pas, puis le vrai, le mensonge, c'est la même chose. Non, on la cherche, la vérité, puis on avance vers la vérité. Puis comment on le fait? En s'éloignant du mensonge, peut-être. C'est une posture idéaliste. Ce que ça veut dire, c'est que j'admets qu'il existe certains idéaux. J'en parlais, la vérité, la justice, le bien, ça, j'y crois. Je suis prêt à douter, je suis prêt à poser des questions, je suis prêt à douter de certaines conceptions de la vérité, mais je la cherche. Puis avec d'autres, je la cherche. Voilà. Anti-scepticisme. On peut être sceptique, mais à un moment donné, il faut en sortir pour aller chercher quelque chose d'autre. On peut douter de tout, mais le doute, c'est pas la fin visée. C'était mon deuxième point. Il m'en reste un. Lâche pas. Anti-dualiste. Ce que je veux dire, puis là, ici, vous allez vous reconnaître peut-être. C'est une posture qui est assez commune, je dirais, aujourd'hui. C'est-à-dire que mon approche de l'éthique, c'est une approche qui est fondée sur la prémisse que nous devons ensemble nous aventurer dans des lieux où tout n'est pas blanc ou noir, tout n'est pas bien ou tout n'est pas mal. C'est-à-dire que ce que je privilégie, c'est les espaces qui séparent peut-être le côté clair et obscur de la force. Là, on aime bien ces deux extrêmes, là, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est entre les deux. C'est-à-dire que les interstices, les espaces qui séparent ces contraires, le dialogue entre ces contraires. Puis, dans le cours, vous allez me voir me promener dans des concepts qui, justement, permettent de lier des contraires. C'est pas le bien qui m'intéresse, c'est pas le mal qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le lien entre les deux.
c'est l'espace entre les deux, ce sont ces décisions délicates, là. Vous savez, les décisions où on tente de prendre la bonne décision sans nécessairement y parvenir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cet espace, c'est ce continuum qui nous permet de voir et de comprendre que les vilains dans Game of Thrones, ben, sont pas si vilains, puis que les bons ont aussi leur part d'ombre. En philosophie, on parle d'une posture non dichotomique, d'une posture dialogique. Puis dans le cours, ce que ça veut dire pour moi, puis vous devez le savoir à propos de moi, c'est que pour moi, le bien et le mal, ça reste deux extrêmes d'un même continuum que nous allons nommer dans ce cours la morale ou l'éthique. Je ferai les nuances en cours de route. C'est important que les profs parlent de ça, qu'on sache un petit peu où ils logent, qu'on connaisse un peu leurs préjugés, leurs préconceptions. Moi, c'est ça, là. Vous en connaissez un petit peu un peu plus sur ma posture philosophique. Moi, mon approche de l'éthique, c'est ça, c'est anti-fondationaliste, anti-dualiste, anti-scepticiste. Et maintenant, ben, vous le savez. Hein, cela dit, moi, je suis ouvert à toute discussion. Je vous ai dit un petit peu où je loge, mais je suis tout à fait ouvert à une discussion avec une personne qui, de façon rigoureuse et respectueuse, là, tenterait de me convaincre que l'une ou l'autre de ces approches-là philosophiques pose problème. C'est moi. Hein? C'est ma morale provisoire, pour reprendre une expression de Descartes. Descartes utilisait ça, là. On peut douter de tout. Hein? Il disait qu'il faut faire la tabula rasa, là. On doute de tout, mais en même temps, il y avait aussi le concept de morale provisoire. On doute de tout, mais à la fin du doute, je peux retourner à ma morale provisoire. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que je me cherche d'autres réponses convaincantes. Je suis ouvert à tout. Mais en attendant, j'ai ma morale provisoire. Puis c'est là où je loge. Puis maintenant, vous le savez un petit peu où je loge. Je vous dis ça aussi pour replacer un peu la posture d'autorité du prof, c'est-à-dire qu'un prof d'éthique, sa position d'autorité, elle est toujours délicate. C'est-à-dire que c'est étrange, j'ai enseigné en sciences, j'ai enseigné en éthique, puis c'est sûr que le prof d'éthique, sa position d'autorité, c'est comme si mes étudiants, et c'est vrai aussi quand je donne des formations en entreprise, comme si tout le monde se sentait déjà compétent en matière d'éthique. Puis c'est intéressant, puis je le vois en classe aussi. Là, le premier cours, mes étudiants ont souvent les bras croisés, puis ils me regardent, puis ils ont l'air de dire Vas-y, JF, là, essaye de me convaincre que tu peux m'apprendre quelque chose. Hein. C'est un peu ça, là. C'est-à-dire que si je vous enseignais la physique quantique ou les mathématiques, là, évidemment, ce serait pas le même défi, là. J'ai déjà enseigné, je le disais, le génie génétique, là, puis les étudiants, ils se présentaient en classe, puis ils avaient l'air de se dire, mon Dieu, j'espère que je vais réussir à comprendre ce que le prof dit. Puis, donc, la position d'autorité, elle est plus simple, je dirais. Alors qu'en matière d'éthique, les étudiants se pointent dans mon cours, puis c'est ça, ils me regardent, puis inquiète-toi pas, Jeff, là. T'as rien à m'apprendre, là. Je suis déjà compétent. D'ailleurs, la première étude de cas que je vais vous donner en classe, puis c'est pour ça que je vous demande d'écouter ou de visionner la vidéo de Karine Duhamel cette semaine, c'est parce que ça vise justement à briser votre posture de compétence. Vous allez voir, si vous regardez la vidéo, vous allez ressentir un peu de panique. J'espère que c'est un peu anxiogène tout ça, là, mais c'est sûr qu'on peut avoir l'impression de ne pas avoir les outils nécessaires pour résoudre ce genre de situation-là. Puis ce sentiment-là là, de danger ou de manque, c'est important en matière pédagogique, c'est-à-dire que si vous gardez les bras croisés puis vous dites Jean-François, il n'y a rien à m'apprendre cette année, ça complique ma vie, ça complique la vôtre. Puis il n'y a personne, c'est-à-dire que je perds mon temps en vous enseignant, puis vous aussi, vous perdez votre temps en m'écoutant. S'il n'y a pas au moins cette posture minimale d'ouverture pour
à quelques outils ou à quelques notions qui peuvent vous aider, ben, on perd notre temps tous les deux. D'où l'importance de déjà au premier cours, puis l'étude de cas sert souvent à ça en classe, c'est briser cette posture. Moi, j'appelle ça la pédagogie du manque, là. C'est-à-dire que le but, c'est de vous faire ressentir vos manques. Je vais vous faire ressentir dans les prochains cours aussi vos failles, vos besoins. Puis après ça, on pourra passer à une autre étape, essayer de combler vos besoins, de colmater vos failles, de enrichir votre bagage d'outils pour combler vos manques. C'est ce que je souhaite faire dans ce cours, mais ça part du départ avec briser, je le disais, là, cette posture de bras croisés que plusieurs d'entre vous ont peut-être même en ce moment là, en écoutant ce podcast. Donc, si vous écoutez pas l'enregistrement de cours, je le disais, là, c'est important que vous, au moins minimalement, que vous alliez consulter la vidéo témoignage de Karen Duhamel. Je le disais, là, c'est assurément la vidéo la plus importante et marquante de ce cours. Faut le faire. Karen, elle vous ressemble. Elle est jeune. Vous allez voir, elle souhaitait bien faire comme vous, mais des fois, on se rend compte que le système, que l'entourage, les acteurs peuvent vous plonger dans des situations que personne d'entre vous ne souhaite vivre. Voilà. Ah, vous avez réussi à passer à travers un contenu qui était un petit peu plus théorique. Des fois, à l'audio, je trouve que des fois, ça passe bien. Évidemment, là, si vous étiez en train de scroller, vous n'avez pas suivi tout le récit, mais voilà, si vous étiez un peu attentif, vous avez assurément compris tout ce que je souhaitais vous transmettre dans ce podcast. C'est tout ce que je voulais vous dire via ce podcast dans ce premier module. Évidemment, vous l'avez vu, là, il y a beaucoup à faire cette semaine, mais au moins, là, vous avez une tâche sur 10 de fait. Hein? Vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. On se revoit la semaine prochaine. D'abord pour un autre épisode de votre podcast préféré, puis après ça, on va se voir en classe Zoom synchrone ou en rattrapage. Là, vous choisirez votre formule semaine après semaine. Et moi, je serai là en podcast ou en classe ou en rattrapage ou sur Zoom de la façon que vous l'aurez choisi. Je serai là pour vous accompagner dans votre quotidien, dans le bus, en courant, en faisant la vaisselle, en classe. Vous choisissez au café du coin. Vous choisissez votre façon de suivre le cours, mais moi, je serai là pour vous accompagner. Allez, bye bye. Ah ah! Vous avez encore entendu ce petit son. Vous le savez, je l'ai expliqué dans le dernier épisode, mais je l'explique aussi dans cet épisode. Je ne l'expliquerai pas toutes les fois, là, parce qu'à un moment donné, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Chaque podcast, chaque épisode, je diffuse un indice du podcast. Moi, ça me permet de savoir qui écoute le podcast et qui a écouté l'épisode en question. Puis pour vous, c'est simple, vous colligez cet indice, vous me l'envoyez tout de suite. Hein? Faites pas une collection d'indices là, pour m'envoyer ça à la fin de la session. Moi, le but, c'est de savoir qui écoute les épisodes et quand vous écoutez l'épisode du podcast. Donc, vous prenez en note l'indice et vous me l'envoyez par courriel. Mon adresse, vous allez la trouver sur le site du cours. Vous m'envoyez l'indice et cette semaine, l'indice, c'est Jean-François Sénéchal pète les plombs. Fin de l'indice. Et pourquoi je dis cet indice? Mais vous irez voir la vidéo sur YouTube. C'est pas moi, mais c'est drôle quand même. Parce que des fois, il faut savoir qui est le prof, mais aussi qui n'est pas le prof. Vous irez chercher la vidéo sur YouTube. C'était l'indice de la semaine. Envoyez-moi ça par courriel. Sinon, je le disais, on se revoit au prochain épisode. Allez, bye bye.